Jules César est né dans une prestigieuse famille patricienne, le 13 juillet 100 avec un point. J.A.C. La famille prétendait descendre d'Iule, fils du légendaire héros troyen aîné, et à travers lui, de la déesse Vénus. Malgré leur lignée noble, la branche des Césars n'était pas particulièrement riche ou politiquement influente au cours des dernières générations. Son père, également nommé Gaius Julius César, fut gouverneur d'Asie mais mourut quand Jules n'avait que 16 ans. Sa mère, Aurelia Cotta, était une femme de grand caractère qui exerça une influence significative sur l'éducation et l'enfance de son fils. Jules a grandi dans la Subure, un quartier densément peuplé et quelque peu malfamé de Rome antique. Durant sa jeunesse, Rome était déchirée par une guerre civile brutale entre son oncle Marius et le conservateur Lucius Cornelius Sylla. Lorsque Sylla sortit victorieux, il ordonna à César de divorcer de sa femme Cornelia, la fille d'un allié de Marius. Refusant d'obtempérer, César fut dépouillé de son héritage et de son sacerdoce, ce qui le força à s'enfuir et à se cacher. Ce n'est que grâce à l'intervention de parents influents et des vierges vestales qu'un Sylla réticent fut persuadé de lui pardonner. Sylla fit remarquer avec célébrité qu'en ce César, il y avait de nombreux Marius. Ne se sentant pas en sécurité à Rome, César partit pour l'Orient afin de servir dans l'armée sous Marcus Minucius Thermus. Lors du siège de Mytilène, il reçut la couronne civique pour avoir sauvé la vie d'un camarade soldat. Il servit également d'envoyé diplomatique auprès de la cour du roi Nicomède IV de Bithynie. Après la mort de Sylla en 78 J.S.C., César retourna à Rome pour commencer sa carrière politique en tant qu'avocat. Il devint célèbre pour ses talents oratoires exceptionnels et ses poursuites incessantes contre d'anciens gouverneurs corrompus. Cherchant à perfectionner davantage sa rhétorique, il décida de se rendre à Rhodes pour étudier sous la direction du célèbre professeur Apollonius Molon. Pendant le voyage, son navire fut intercepté par des pirates ciliciens qui le firent prisonnier. Lorsque les pirates réclamèrent 20 talents pour sa rançon, César rit et insista pour qu'ils en demandent 50 à la place. Pendant sa captivité, il conserva une attitude supérieure, lisant des poèmes aux pirates et les traitant de barbares illettrés. Il promit en plaisantant aux pirates qu'il reviendrait un jour et les ferait tous crucifier. Une fois la rançon payée et sa libération obtenue, il leva immédiatement une flotte privée pour les traquer. Fidèle à sa parole, il captura les pirates et les exécuta, montrant son mélange caractéristique de clémence et de sévérité. De retour à Rome, il fut élu tribun militaire, sa première étape majeure dans le cursus honorum. En 69, J.C., sa femme Cornelia mourut, et il prononça une oraison funèbre touchante qui lui valut la sympathie du public. La même année, il perdit également sa tante Julia, la veuve de Marius, et utilisa les funérailles pour exposer les images de Marius. Il fut ensuite élu questeur et affecté à l'Espagne ultérieure sous Antistius Vetus. À Gadès, on raconte qu'il pleura devant une statue d'Alexandre le Grand, regrettant d'avoir si peu accompli à un âge où Alexandre avait conquis le monde. À son retour à Rome, il fut élu édile et dépensa sans compter pour les jeux publics et les projets de construction. Ses spectacles extravagants au Circus Maximus lui valurent l'adoration du peuple romain. En 63 J.C., il brigua le poste de Pontifex Maximus, le grand prêtre de Rome, contre des candidats bien plus âgés et établis. Il dit à sa mère le matin de l'élection qu'il reviendrait soit en tant que pontifex, soit ne reviendrait pas du tout. Il remporta l'élection de manière décisive, consolidant son influence sur la vie religieuse de la République. Plus tard cette année-là, la conjuration de Catilina éclata et César fut accusé par certains d'y être impliqué. Lors du débat au Sénat sur le sort des conjurés, César plaida pour l'emprisonnement à vie plutôt que pour l'exécution. Sa position modérée le mit en conflit direct avec le conservateur Caton le jeune poète. En 62 J.C., il servit comme prêteur, mais son mandat fut entaché par le scandale de Claudius Pulcher lors du festival de la Bona dea Pana. Parce que le scandale impliquait sa seconde épouse, Pompeia, il divorça d'elle, déclarant que la femme de César devait être au-dessus de tout soupçon. Après sa prêture, il fut nommé gouverneur de l'Espagne ultérieure, où il prouva son talent de chef militaire. Il soumit avec succès plusieurs tribus rebelles et fut acclamé comme Auge Imperator par ses troupes. De retour à Rome, en 60 il
il renonça à son droit à un triomphe afin de se présenter au consulat. Il réalisa qu'il avait besoin d'alliés puissants pour surmonter l'opposition de la faction conservatrice du Sénat. Cela conduisit à la formation du premier triumvirat, une alliance politique informelle entre César, Pompée et Crassus. Avec leur soutien combiné, César fut facilement élu consul pour l'année 59 AV1C. Son co-consul, Bibulus, tenta de bloquer ces lois mais fut finalement poussé à se retirer. César fit adopter une série de réformes agraires radicales au profit des pauvres et des vétérans de Pompée. Pour renforcer l'alliance, sa fille Julia fut mariée à Pompée le Grand. César lui-même épousa Calpurnia, la fille d'un sénateur influent nommé Pison. À la fin de son consulat, il obtint un commandement de 5 ans sur les provinces de Gaule cisalpine, de Gaule transalpine et d'Illyrie. En 58, AV1C, il commença la guerre des Gaules, qui durerait près d'une décennie et redéfinirait les frontières de Rome. Son premier défi vint des Helvètes, une tribu tentant de migrer à travers le territoire romain. Il construisit un mur de fortification massif le long du Rhône pour leur barrer la route. À la bataille de Bibracte, il défit les Helvètes de manière décisive et les força à retourner dans leur patrie. Peu après, des tribus gauloises lui demandèrent d'intervenir contre le roi germain Arioviste. César battit Arioviste à la bataille des Vosges, repoussant les tribus germaniques au-delà du Rhin. En 57, AV1C, il tourna son attention vers les Belges, une confédération de tribus du nord de la Gaule. À la bataille de la Sambre, la tribu des Nerviens faillit submerger les légions romaines lors d'une attaque surprise. Sa bravoure personnelle inspira ses hommes à tenir bon et à remporter finalement une victoire acharnée. Suite à la défaite des Belges, César envoya ses légats soumettre les tribus maritimes des Vénètes. Les Vénètes étaient d'experts marins, mais les ingénieurs de César développèrent des crochets spéciaux pour déchirer leurs voiles. En 56, la majeure partie de la Gaule semblait sous contrôle romain, mais la résistance continuait de couvert. En 55, il devint le premier général romain à traverser le Rhin vers la Germanie, en utilisant un pont construit en seulement 10 jours. La construction du pont était un exploit d'ingénierie destiné à intimider les tribus germaniques. Plus tard cette même année, il lança la première expédition romaine en Bretagne. Le débarquement fut difficile, car les guerriers bretons combattirent les Romains dans les vagues pensions. En 54, le militaire, il retourna en Bretagne avec une force beaucoup plus importante et s'avança plus loin à l'intérieur des terres. Il traversa la Tamise et força le chef breton, Cassivellaunus, à demander la paix. Cependant, les nouvelles de Rome devinrent inquiétantes car l'alliance politique du triumvirat commençait à se fragiliser. En 54, sa fille Julia mourut en couche, rompant le lien personnel entre lui et Pompée. La déesse de Crassus à la bataille de Carès, en 53 AV1, déstabilisa davantage le paysage politique. En 52 AV1, une révolte généralisée éclata en Gaule, menée par le charismatique chef arverne Vercingétorix. Vercingétorix utilisa la tactique de la terre brûlée pour affamer l'armée romaine et éviter une confrontation directe. César subit une rare défaite au siège de Gergovie, où le terrain et une résistance acharnée le forcèrent à battre en retraite. La rébellion atteignit son apogée au siège d'Alésia, où Vercingétorix se réfugia dans une forteresse située sur une colline. César ordonna la construction d'une double ligne de fortification, l'une pour enfermer les Gaulois et l'autre pour empêcher les forces de secours d'intervenir. Les Romains furent contraints de se battre sur 2 fronts lorsqu'une massive armée de secours gauloise arriva. Malgré des chances désespérées, le génie tactique de César et la discipline de ses hommes assurèrent une victoire totale. Vercingétorix se rendit de manière célèbre en sortant d'Alésia dans sa plus belle armure et en déposant ses armes aux pieds de César. Avec la chute d'Alésia, la résistance organisée en Gaule fut effectivement écrasée. César passa les 2 années suivantes à consolider son contrôle et à organiser la Gaule en tant que province romaine. Ses commentaires sur la guerre des Gaules, écrits dans un latin clair et direct, servirent à la fois d'histoire et de propagande politique. Alors que son commandement en Gaule touchait à sa fin, le Sénat, influencé par Pompée et Caton, lui ordonna de licencier son armée.
Ils lui refusèrent également le droit de briguer le consulat par contumace, le menaçant de poursuites s'il revenait en tant que simple citoyen. César réalisa que sa carrière politique et sa sécurité personnelle étaient en jeu. Le 10 janvier 49 AVC, il atteignit le Rubicon, la petite rivière qui marquait la frontière entre sa province et l'Italie. Traverser la rivière avec une armée était un acte de trahison et une déclaration de guerre civile. Après un moment d'hésitation, il aurait prononcé les mots « Aigei, alia iacta » et « où le sort en est jeté ». Il marcha rapidement à travers l'Italie, prenant ses ennemis au dépourvu par la vitesse de sa progression. Pompée et la majorité du Sénat fuirent Rome, se dirigeant vers le port de Brindisi, puis vers la Grèce. César entra dans Rome sans combattre et s'assura le trésor de l'État pour financer sa campagne. Il se tourna ensuite vers l'ouest, vers l'Espagne, pour éliminer les légions fidèles à Pompée avant qu'elles ne puissent frapper ses arrières. Il déclara célèbrement qu'il allait combattre Go, une armée sans général, et avant de revenir combattre Ye, un général sans armée, Yo. En quelques semaines, il força les forces pompéiennes en Espagne à se rendre à Ilerda. De retour en Italie, il fut nommé dictateur pour une brève période afin de superviser les élections et fut élu consul pour l'an 48 AVC. JCA-C. Il traversa ensuite la mer Adriatique pour affronter Pompée en Grèce, malgré le risque posé par la flotte pompéienne. Les deux armées se firent face près de Dyrrhachium, où César subit un revers tactique et fut presque vaincu. Il réussit à battre en retraite et à se déplacer en Thessalie, avec Pompée le suivant de près. Le conflit décisif eut lieu lors de la bataille de Pharsale, le 9 août 48 à 28. C'est bien qu'en infériorité numérique, César utilisa une quatrième ligne d'infanterie cachée pour contrer la cavalerie supérieure de Pompée. La manœuvre fut un brillant succès, entraînant l'effondrement total de l'armée de Pompée. Pompée fuit le champ de bataille et chercha refuge en Égypte, espérant le soutien du jeune roi Ptolémée XIII. César le poursuivit jusqu'à Alexandrie, pour se voir remettre la tête coupée de Pompée par les conseillers du roi. On raconte qu'il pleura à cette vue, déplorant la fin tragique de son ancien ami et rival. César s'impliqua dans la crise de succession égyptienne entre Ptolémée XIII et sa sœur, Cléopâtre D. Selon la légende, Cléopâtre se fit introduire clandestinement dans les quartiers de César à l'intérieur d'un tapis roulé. César fut captivé par son intelligence et sa beauté et décida de soutenir ses prétentions au trône. La guerre d'Alexandrie éclata et César fut assiégé dans le quartier royal de la ville pendant plusieurs mois. Pendant les combats, une partie de la grande bibliothèque d'Alexandrie aurait été brûlée. Après l'arrivée de renforts, César défie les forces de Ptolémée à la bataille du Nil. Cléopâtre fut établie comme seule souveraine d'Égypte, et César passa plusieurs mois avec elle lors d'une croisière sur le Nil. Des nouvelles de troubles en Orient le forcèrent à quitter l'Égypte et à marcher contre Pharnace du Pont. À la bataille de Zéla, il remporta une victoire si rapide qu'il envoya le célèbre rapport « Au Veni, et dit « Vici point ». De retour à Rome, il fit face à une mutinerie de ses légions de vétérans qui étaient fatigués des longues guerres et exigeaient leur solde. Il apaisa la mutinerie d'un seul mot, s'adressant à eux comme Yugo citoyens plutôt que comme obès soldats ce qui les humilia profondément. Il fit ensuite voile vers l'Afrique pour affronter les forces pompéiennes restantes dirigées par Metellus, Scipio et Catone le Point. À la bataille de Thapsus en 46 AVN, par J.C. César remporta une autre victoire, écrasante. Caton le Jeune se suicida à Utique plutôt que de vivre sous le règne de César, devenant un martyr pour la République. César retourna à Rome et célébra 4 triomphes magnifiques pour ses victoires en Gaule, en Égypte, dans le Pont et en Afrique. Il fut nommé dictateur pour 10 ans, ce qui lui donna un pouvoir sans précédent sur l'État romain. L'une de ses réformes les plus durables fut l'introduction du calendrier julien pour remplacer le système lunaire romain, chaotique. Il ordonna également un recensement, réforma la distribution de blé et planifia la construction d'un nouveau forum et d'une immense bibliothèque publique. En 45 AVN, J.C. il dut partir pour l'Espagne pour s'occuper de la dernière résistance pompéienne menée par les fils de Pompée. La bataille de Munda fut la plus difficile de sa carrière, César lui-même combattant en première ligne pour éviter une déroute. Sa victoire à Munda mit fin à la guerre civile et fit de lui le maître incontesté du monde romain. À son retour à Rome, il fut nommé Dictator Perpetuo, dictateur à perpétuité. Il commença à porter les robes pourpres des anciens rois romains et s'assit sur un trône d'or au Sénat.
Son image fut placée sur les pièces de monnaie romaine, un honneur jusque-là réservé aux dieux et aux figures légendaires. Pendant le festival des Lupercales, Marc-Antoine offrit par 2 fois à César un diadème royal, qu'il refusa par 2 fois sous les acclamations de la foule. Malgré son refus, de nombreux sénateurs craignaient qu'il n'ait l'intention de se faire roi et d'abolir la République. Une conspiration commença à se former, menée par Gaius Cassius Longinus et Marcus Junius Brutus, un homme que César traitait comme un fils. Les conspirateurs se faisaient appeler les Jagués libérateurs, et croyaient sauver la République romaine de la tyrannie. César fut averti d'un complot contre sa vie par plusieurs présages et par l'avertissement célèbre d'un devin lui disant de Hoga se méfier des Ides de Mars. Le matin du 15 mars 44 avait haïssé. Sa femme Calpurnia le supplia de ne pas se rendre au Sénat à cause de ses cauchemars. César hésita, mais fut persuadé d'y assister par Decimus Brutus, qui faisait partie de la conspiration. Alors qu'il se rendait au théâtre de Pompée, où le Sénat se réunissait, un homme tenta de lui remettre un parchemin contenant les détails du complot. César prit le parchemin mais ne le lut pas, car il fut immédiatement entouré de pétitionnaires. Lorsqu'il entra dans la salle du Sénat et s'assit sur son trône, les conspirateurs se rassemblèrent autour de lui, comme pour présenter une pétition. Tilius Cimber tira la toge de César vers le bas de son cou, ce qui fut le signal du début de l'attaque Pensier. Casca porta le premier coup, poignardant César au cou, bien que la blessure ne fut pas mortelle. César se défendit d'abord, criant et essayant de se protéger avec son stylet. Cependant, lorsqu'il vit Brutus parmi les assaillants, un poignard à la main, il aurait perdu courage. Il prononça les paroles célèbres Iobé. Et tu, Brut, Io, et toi, Brutus, avant de se couvrir le visage avec sa toge. Les conspirateurs le poignardèrent 23 fois, et il tomba au pied d'une statue de son ancien rival, Pompée. Le Sénat sombra dans le chaos, et les assassins s'enfuirent dans les rues, en criant que le tyran était mort. Le corps de César fut laissé là où il était tombé, jusqu'à ce que 3 de ses esclaves le ramènent chez lui, dans une litière. Lors de ses funérailles publiques, Marc-Antoine prononça une oraison brillante qui retourna l'opinion du peuple romain contre les assassins. Il lut également le testament de César, qui laissait une somme d'argent à chaque citoyen romain et léguait ses jardins privés au public. Une foule en colère mit le feu au bûcher funéraire dans le forum, et plusieurs maisons de conspirateurs furent attaquées. L'assassinat ne sauva pas la République, mais déclencha au contraire un nouveau cycle de guerre civile encore plus dévastatrice. Le petit-neveu et héritier adoptif de César, Octave, finirait par devenir le premier empereur romain, Auguste. En 42, avec soi, Jules César fut officiellement divinisé par le Sénat sous le nom de Acadivus Iulius Io, le divin Jules Soin. Une comète apparut pendant ses jeux funéraires, que le peuple crut être l'âme de César montant au ciel. Son nom devint un titre pour tous les empereurs romains suivants, évoluant finalement vers les mots Aga Kaiser Ewe et Augatsar Ewe. Jules César reste l'une des figures les plus influentes de l'histoire mondiale. Un homme dont la vie a marqué la fin d'une époque et la naissance d'un empire nouveau. Ses campagnes militaires en Gaule ont modifié à jamais la carte culturelle et politique de l'Europe. Ses écrits continuent d'être étudiés pour leur prose latine claire et leur aperçu de la guerre antique. Le calendrier julien, bien que légèrement modifié, a servi de base au calendrier occidental moderne utilisé aujourd'hui. Son ascension au pouvoir a démontré la fragilité des institutions démocratiques face à un leadership charismatique et à la puissance militaire. L'histoire de son amitié et de sa trahison avec Brutus a inspiré d'innombrables œuvres d'art et de littérature, notamment par Shakespeare. Le visage de Jules César est encore reconnaissable par les gens du monde entier grâce à ses nombreuses statues et pièces de monnaie. C'était un homme aux contradictions extraordinaires. Un réformateur populiste et un conquérant militaire, un ami clément et un dictateur impitoyable. Sa traversée du Rubicon est devenue une métaphore universelle pour le franchissement d'une étape irrévocable. Même dans la mort, Jules César a façonné le destin de Rome pour les siècles à venir. La République romaine est morte avec lui et l'Empire romain est né de son héritage. Il est né Gaius, mais il est mort Dieu aux yeux de son peuple. Sa vie fut un tourbillon d'ambition, d'intellect et de pure volonté. Des bidonvilles de la Subure au sommet du Capitole, il a vaincu tous les obstacles sur son chemin. Son héritage est inscrit dans la pierre des monuments qui tiennent encore debout et dans les lois qui nous influencent encore. Chaque fois que nous utilisons le mois de juillet, nous nous souvenons de l'homme qui a remodelé le temps,
lui-même. Le génie de sa tactique est encore étudié dans les académies militaires du monde entier. Il était le maître de la frappe rapide et du siège accablant. Sa capacité à nouer des liens avec le peuple de Rome fut le fondement de sa force politique. Il avait compris que le pain et les jeux étaient la clé du cœur des masses. Sa clémence envers ses ennemis était souvent vue comme un signe de sa confiance suprême. Mais cette même clémence a peut-être laissé les poignards entre les mains de ses futurs assassins. C'était un homme qui vivait sa vie à la limite du possible. Sa vision d'un monde romain unifié et organisé était en avance sur son temps. Aujourd'hui, encore, nous sommes fascinés par le drame de sa vie et la tragédie de sa mort. Le fantôme de Jules César a hanté l'imagination de l'Occident pendant 2 millénaires. Il était le Romain par excellence, incarnant à la fois les vertus et les vices de sa civilisation. En fin de compte, c'était un homme qui a osé briguer la couronne et en a payé le prix ultime. Son voyage a commencé en J-A-S-C et n'a jamais vraiment pris fin. Jules César était une force de la nature qui a changé le cours de l'histoire. Il fut l'architecte d'un nouvel ordre mondial. On se souviendra de son nom tant que l'histoire s'écrira. L'histoire de Jules César est l'histoire de Rome elle-même. Il était l'homme qui a transformé une ville en un empire. Et sur ce, le récit de sa vie extraordinaire touche à sa fin. Mais l'écho de sa voix se fait encore entendre dans les couloirs du pouvoir aujourd'hui. Il était l'homme qui voulait être roi, et pourtant il était plus qu'un roi. Sa vie fut un chef-d'œuvre de stratégie politique et militaire. C'était un homme de son temps qui devint un homme de tous les temps. Le monde qu'il a bâti lui a survécu pendant 1000 ans. Il reste le Romain le plus célèbre ayant jamais vécu. Son influence est ancrée dans la langue même que nous parlons. Il était une légende de son vivant et un mythe après sa mort. Son histoire rappelle le pouvoir d'un seul individu à changer le monde. Il fut le premier, et peut-être le plus grand, des Césars. L'ombre qu'il a jetée sur l'histoire est longue et durable. Il était un titan du monde antique. Sa vie fut une grande épopée qui résonne encore en nous. Il fut le conquérant de la Gaule et le maître de Rome. Son nom est synonyme de pouvoir et de commandement. Il était l'homme qui a défié le sort et changé le destin d'une nation. Il a rendu son dernier soupir au cœur de la ville qu'il aimait. Mais son esprit a survécu dans l'empire qu'il a fondé. Le nom de Jules César est gravé dans les fondations de la civilisation occidentale. Il était l'homme qui a traversé la rivière et n'a jamais regardé en arrière. Son courage était aussi légendaire que son intellect. Il était le visionnaire qui a vu l'avenir et a osé le créer. Sa vie fut un témoignage du désir, de grandeur de l'esprit humain. Il était l'homme qui a conquis le monde, mais a perdu la vie. Son héritage est une tapisserie complexe de guerre, de paix et de réforme. Il était l'homme qui a rendu l'impossible possible. Son nom est un phare de l'histoire qui ne s'éteindra jamais. Il fut le premier de son genre et le dernier de son époque. Sa vie fut un voyage de découverte et de conquête. Il était l'homme qui parlait et le monde écoutait. Son nom est un symbole des sommets que l'ambition humaine peut atteindre. Il était l'homme qui a écrit son propre destin avec le tranchant d'une épée. Sa vie fut une tragédie au sens classique, une chute d'une grande hauteur, mais sa chute fut aussi le début d'une nouvelle ascension. Il était l'homme qui a vécu 1000 vies en une seule. Son nom est un héritage que nous partageons tous. Il était l'homme qui a défini une époque et est devenu une icône. Sa vie fut une suite de choix qui ont changé le monde. Il était l'homme qui a traversé le feu et en est ressorti plus fort qu'en paix. Son nom est un témoignage de la puissance de l'esprit humain. Il était l'homme qui rêvait d'une Rome meilleure et s'est battu pour la construire. Sa vie fut une symphonie d'action et de pensée. Il était l'homme qui a osé être plus qu'humain. Son nom est un pont entre le monde antique et le monde moderne. Il était l'homme qui a vécu pour la gloire et est mort pour Rome. Sa vie fut un chef-d'œuvre de réussite humaine. Il était l'homme qui fut à la fois un commencement et une fin. Son nom est une constante dans le flux, toujours changeant de l'histoire. Il était l'homme qui a tendu la main vers les étoiles et les a trouvées. Sa vie fut un appel à la grandeur qui résonne encore dans nos cœurs. Il était l'homme qui était Jules César, le plus grand des Romains. Son nom est le mot de la fin dans toute discussion sur l'histoire romaine. Ses actes sont le fondement de sa renommée éternelle. C'était un homme qui ne connaissait pas la peur et n'acceptait aucune limite. Sa vie fut un témoignage du pouvoir d'une seule volonté. Il était le maître de son propre destin et le capitaine de son âme.
Son nom est un héritage de force et de sagesse. C'était un homme qui a laissé le monde tyran de celui qu'il avait trouvé. Sa vie fut une flamme qui a brûlé avec éclat et brièveté. Il était l'homme qui se tenait au centre du monde. Son nom fait partie de l'air que nous respirons et du sol sur lequel nous marchons. Il était le leader ultime, le guerrier ultime et le Romain ultime. Sa vie fut une grande aventure qui ne s'est jamais vraiment terminée. Il était l'homme qui était plus qu'un homme. Il était César, puis les Tomos, il tient les routes pour se tient de l'étebois. Chénon, son, elle se tient au centre desquels, à tout, elle était. Son nom est écrit dans les étoiles et gravé dans la pierre de l'éternité. Ainsi, l'histoire de Gaius Julius César reste aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était il y a 2000 ans. Ainsi, il était l'homme qui voyait le monde tel qu'il était et rêvait de ce qu'il pourrait être. Sa vie fut une leçon magistrale de manœuvres politiques et de génie militaire. Il était l'homme qui a unifié un monde divisé sous une seule bannière. Son nom rappelle le pouvoir des mots et l'impact des actions. Il était un homme de son peuple, pour son peuple et par son peuple. Sa vie fut une ascension longue et ardue vers le sommet du monde. Il était l'homme qui n'a jamais abandonné et n'a jamais cédé. Son nom est un phare d'espoir pour ceux qui recherchent la grandeur. C'était un homme qui a vécu avec passion et est mort avec dignité. Sa vie fut une grande expérience sur les limites du pouvoir humain. Il était l'homme qui était à la fois un héros et un méchant, selon la personne à qui vous le demandiez. Son nom est un héritage de réforme et de progrès qui nous inspire toujours. Il était l'homme qui a transformé une république en un empire et une ville en un monde. Sa vie fut une histoire de triomphe et de tragédie, d'amour et de trahison. Il était l'homme qui était et sera toujours le grand César pour Mathilde. Son esprit est tissé dans la trame même de l'histoire. Il était l'homme qui a osé défier le statu quo et l'a emporté. Sa vie fut un témoignage de la puissance de l'éducation et de la recherche du savoir prendre. Il était l'homme qui a apporté la lumière de la civilisation aux confins du monde. Son nom est un symbole de la puissance durable de l'idéal romain. Il était l'homme qui a changé le monde d'un seul pas à travers une rivière. Sa vie fut une route longue et sinueuse qui mena au cœur de l'histoire. Il était l'homme qui a vécu pour son pays et est mort pour ses convictions. Son nom est un rappel constant de l'importance du leadership et de la vision. Il était l'homme qui était plus qu'un conquérant. Il était un créateur. Sa vie fut une symphonie de pouvoir, une composition grandiose et complexe. Il était l'homme qui a osé être lui-même, même quand le monde était contre lui. Son nom est un phare qui nous guidera toujours à travers les ténèbres de l'histoire. Il était l'homme qui fut à la fois l'élève et le maître de l'art du pouvoir. Sa vie fut une bataille longue et difficile, mais il n'a jamais perdu son esprit. Il était l'homme qui a amené le monde à Rome et Rome au monde. Son nom est un héritage qui ne sera jamais oublié. Il était l'homme qui était, et sera toujours, l'immortel César. Sa vie fut un voyage de l'âme, une recherche de sens et de but. Il était l'homme qui a trouvé sa raison d'être au service de son pays. Son nom est un symbole du courage nécessaire pour changer le monde. Il était l'homme qui fut à la fois un guerrier et un pacificateur. Sa vie fut une grande épopée de l'effort humain. Il était l'homme qui a changé le cours de l'histoire humaine pour le mieux. Son nom est un rappel constant de la puissance de l'esprit humain. Il était l'homme qui était plus qu'un homme. Il était une légende. Sa vie fut une lutte longue et difficile, mais il n'a jamais perdu espoir. Il était l'homme qui voyait la beauté du monde et se battait pour la préserver. Son nom est un symbole de la puissance durable de l'esprit romain. Il était l'homme qui a réuni le monde sous une seule loi. Sa vie fut une grande aventure qui nous inspirera toujours. Il était l'homme qui était, et sera toujours, le grand chef de Rome. Son nom est un héritage de force, de sagesse et de courage. C'était un homme qui connaissait la valeur du travail acharné et du dévouement. Sa vie fut un témoignage de la puissance de l'imagination humaine. Il était l'homme qui a changé le monde d'une seule pensée. Son nom est un phare qui nous guidera toujours. Il était l'homme qui fut à la fois un roi et un roturier. Sa vie fut durant d'épopée de la réussite humaine. Il était l'homme qui a changé le cours de l'histoire et est devenu une icône. Son nom est un rappel constant de l'importance du leadership et de la vision. Il était l'homme qui a réuni le monde sous une seule loi. Sa vie fut une grande aventure qui nous inspirera toujours. Il était l'homme qui était, et sera toujours, le grand chef de Rome. Son nom est un héritage de force, de sagesse et de courage.
Ces dernières paroles, telles que rapportées par certains historiens, reflétaient la trahison ultime d'un ami de confiance Pompée. Le lieu de sa mort, le théâtre de Pompée, avait été ironiquement construit par son plus grand rival. Après sa mort, son corps fut ramené à sa demeure dans la Subure. La ville de Rome fut en état de choc et de deuil pendant des jours après l'assassinat Pompée. Ses funérailles furent parmi les plus importantes et les plus émouvantes de l'histoire de la République. Les conspirateurs finirent par fuir Rome alors que l'opinion publique se retournait contre eux. Marc-Antoine et Octave unirent leurs forces pour vaincre les conspirateurs à la bataille de Philippe. Avec les morts de Brutus et de Cassius, la cause des diabolos libérateurs fut définitivement éteinte. L'influence de Jules César a continué de croître même après sa disparition. Ces réformes sont restées le fondement de l'État romain pendant des siècles. Le calendrier julien est devenu la norme pour l'ensemble du monde occidental. Le mois de juillet portera à jamais son nom. Ces tactiques militaires sont encore utilisées et étudiées par les généraux à ce jour. Le nom de Hadrian César est devenu un symbole de pouvoir et d'autorité. C'était un homme qui a vécu sa vie avec une intensité absolue. Son héritage est l'un des plus significatifs de toute l'histoire de l'humanité. Il fut le premier Romain à être divinisé et adoré comme un dieu. Son histoire est une leçon magistrale sur l'ascension et la chute du pouvoir politique. L'image de Jules César sera toujours synonyme de la Rome antique. Il pensait, elle donne son coup, il drou, C'était un homme de son temps qui l'a transcendé pour devenir éternel. Le nom de Jules César est un phare qui brille à travers les âges temporels. Il fut l'architecte du monde romain tel que nous le connaissons. Sa vie fut une grande épopée qui ne sera jamais oubliée. Il était l'homme qui était César, le plus grand des Romains. Le monde qu'il a créé existe encore dans nos lois, notre langue et notre culture. Il était l'homme qui a traversé le Rubicon et tout changé. Son courage était une légende qui a inspiré des générations de soldats. Il était le visionnaire qui a vu un nouvel avenir pour Rome. Sa vie fut un témoignage de la puissance de la volonté d'un seul homme. Il était l'homme qui voulait être roi, et pourtant, il était plus. Son héritage est une tapisserie complexe d'histoires et de mythes. Il était l'homme qui a réalisé l'impossible. Son nom est un phare qui ne s'éteindra jamais. Il fut le premier de son genre, et le plus grand de sa lignée. Sa vie fut un voyage de conquête et de découverte. Il était l'homme qui parlait, et le monde écoutait en retenant son souffle. Son nom est un symbole des sommets que l'ambition humaine peut atteindre. Il était l'homme qui a écrit son propre destin avec le tranchant de son épée. Sa vie fut une tragédie qui résonne encore en nous aujourd'hui. Mais sa chute n'était que le début de sa renommée éternelle. Il était l'homme qui a vécu 1000 vies en une seule existence. Son nom est un héritage que nous partageons tous en tant que membres du monde occidental. Il était l'homme qui a défini une époque et est devenu une icône pour toujours. Sa vie fut une suite de choix qui ont fait écho dans les couloirs de l'histoire. Il était l'homme qui a traversé le feu et en est ressorti comme un dieu. Son nom est un témoignage de la puissance de l'esprit et de la volonté humaine. Il était l'homme qui rêvait d'une Rome meilleure et l'a construite de toutes pièces. Sa vie fut une symphonie d'action, un chef-d'œuvre de l'effort humain. Il était l'homme qui a osé être plus qu'un simple homme. Son nom est un pont entre le monde antique et le nôtre. Il était l'homme qui a vécu pour la gloire et est mort pour le bien de son pays. Sa vie fut un chef-d'œuvre de réussite humaine dont on se souviendra toujours. Il était l'homme qui fut à la fois le commencement et la fin d'une époque. Son nom est une constante dans le flux toujours changeant de l'histoire humaine. Il était l'homme qui a tendu la main vers les étoiles et les a réellement saisies. Sa vie fut un appel à la grandeur qui nous inspire encore aujourd'hui. Il était l'homme qui était Jules César, le plus grand de tous les Romains.